aimez DevApps. Alors venez nous soutenir en vous rendant sur tipeee.com/devaps et laissez-nous un petit tip. Merci d'avance pour votre participation. tipeee.com/devaps. Écoutez, bonjour et bienvenue pour ce 6e épisode de notre 6e saison des Meetup de DevApps. Aujourd'hui, deux parties. Une toute première partie donc, concernant les actus qui va être très rapide, puisque personnellement, j'ai que deux petites informations. Je ne sais pas si vous en avez d'autres, si vous en avez préparé là. Et ensuite, on aura notre Mitsu national qui nous fera une présentation sur l'immutabilité en C#. Donc, première partie concernant les news. Alors, moi, j'ai juste deux petites news. Premièrement, je ne sais pas si vous avez vu, il y a Microsoft qui a publié sur le marketplace un nouveau add-in pour Visual Studio. Non, pas pour Visual Studio, pour Visual Studio Code, pardon. Et aussi pour Visual Studio. Donc, qui s'appelle le Edge Developer Tools, donc qui permet d'avoir au sein même de son interface la possibilité de vous modifier votre code HTML, etc. Et vous avez tout de suite l'aperçu qui arrive au sein de votre interface. Il n'y a pas, pour l'instant, il n'y a que 131 personnes qui l'ont installé. Bon, ça n'a pas l'air d'être un gros succès. Je ne sais pas si vous avez vu ce truc-là. Je vais vous mettre le lien dans le fil. Donc ça, c'est la première news que j'avais. La deuxième, c'est concernant la fin du support de Visual Studio. Il est temps de se mettre à Visual Studio 2022, puisque concernant Visual Studio 2019, la fin du support est prévue pour le 12 avril de cette année. Donc c'est assez rapide. Et pour Visual Studio 2017, c'est pareil, avril 2022. Et bizarrement, Visual Studio 2012, c'est uniquement le 10 janvier 2023, où il y aura la fin du support de cette version. Donc ils font tout pour qu'on passe à Visual Studio 2022. Voilà concernant les actualités. Je ne sais pas si vous en avez d'autres ou si vous avez des commentaires sur celles que j'ai données. T'en loupes une grosse quand même, parce que enfin ils vont intégrer Git Diff Margin dans Visual Studio. Non. Si. C'est-à-dire En fait, dans la preview 1 de la prochaine release, je crois, ils ont intégré exactement les mêmes fonctionnalités que tu as dans Git Diff, plus qu'une petite extension. C'est que tu verras si le fichier est sauvé aussi, et tu verras différents statuts dans la barre, mais exactement les mêmes fonctionnalités. Ah oui, c'est le petit truc bleu hachuré sur le côté, là. Voilà, exactement. Ouais, d'accord. Ouais, remarqué que tu vas pouvoir mettre à la poubelle ton complément. En fait, ouais. Après, c'est pas un truc qui backport sur les anciennes versions, donc il y a quand même pas mal d'utilisateurs encore sur les anciennes versions. Donc, Ok. T'en as raté une, Richard. Parce que moi, Une on a autre. parlé de 2012 et c'est 2015. Est-ce que tu as fait attention à la date de fin de support de 2015? Pas du tout. Eh ben, parce que 2025, c'est totalement aberrant. Oui, parce que 2012, c'est 2023 et 2017-2019, c'est 2022. Ouais. Et 2015, c'est encore 2025. Ouais. C'est peut-être parce qu'il y a certaines fonctionnalités qui étaient plus supportées par Visual Studio 2019. Je pense notamment à tout ce qui est SSIS. Je crois que c'est plus supporté maintenant. Si, on les a, c'est un complément. Oui, c'est un complément. Ouais, c'est un complément. Moi, peut-être aussi les mystères du marketing. Ouais, c'est bizarre. Hein. C'est peut-être aussi du fait que les CS proches doivent être mis à jour entre 2015 et 2017 et qu'ils ont plus besoin, en fait. Donc les projets, du coup, ils sont rétro-compatibles en 2019 et 2022. Alors qu'en 2015, si on fait la migration, du coup, on peut avoir certains soucis. Ouais, c'est possible. Ouais. Moi, j'ai mis à jour du 2010 hier, alors je veux dire. 2010 en VB, non? C'est bizarre, hein? Ouais. Bien. Vous aviez autre news. Oui. Ouais, C# 11 Preview 1 qui est sorti. Oui, il y a la preview aussi de .NET 7, Preview 1 aussi qui est sorti. Ouais, bon.
On verra, ça, on a encore peu de temps. Et ben Ça ne nous justement, rajeunit pas tout ça. pardon. Ça ne nous rajeunit pas tout ça, .NET 7. À ben chaque année, justement- ça va s'empirer. Hein. Ouais. Bien, et ben justement, concernant C# et les fonctionnalités de C#, ben, je te laisse la parole pour nous présenter un peu l'immutabilité. Juste, on a 1 heure à partir de maintenant ou c'est jusqu'à 18h là? C'est jusqu'à 18h. Jusqu'à 18h, ok. Bon, ben c'est parti. Bonjour à tous, ceux qui étaient déjà un petit peu dans les premières discussions. On a déjà échangé quelques idées. Donc, je vous propose ici de parler de l'immutabilité en C#. C'est plus une façon de programmer. Et dans les dernières versions de C#, il y a quand même eu quelques nouveautés qui viennent doucement accompagner cette évolution pour supporter ce type d'approche. Et donc, le but, c'est d'aller vers ces nouveautés et d'en expliquer le besoin. Moi, j'aime pas faire des démos et dire, voilà, c'est nouveau, maintenant il y a ça. Et puis basta. Donc, faire apparaître le besoin et puis expliquer comment on peut plus facilement en profiter dans C#. Donc, l'immutabilité, qu'est-ce que c'est? Donc, la définition de quelque chose qui est immuable, c'est quelque chose qui ne change pas. Donc, une fois qu'on l'a créé, il n'y a plus de changement. Nous, dans notre approche programmatique, on a tous appris à développer avec des variables. Et par définition, une variable, c'est l'inverse. C'est quelque chose qui varie. Donc, quand on déclare un entier i et qu'on met une valeur, ben, on est habitué à le faire varier, à l'incrémenter, le décrémenter, à faire des opérations dessus, mais à des nouvelles valeurs. Il y a déjà pas mal de langages aujourd'hui, dont F#, dans le giron de Microsoft, qui offrent une approche immuable par défaut. Donc, lorsque vous déclarez des variables qui ne sont pas en F#, par défaut, vous ne pouvez plus changer leur valeur. Et il faut mettre explicitement mutable devant si on veut avoir une variable classique. Voilà, donc évidemment, en C#, c'est un langage beaucoup plus classique qui offre par défaut la possibilité de faire varier les choses. Et puis, on va voir comment on pourrait aller doucement vers cette notion. Je ne sais pas s'il y en a qui le savent, mais le type string en .NET est immuable. C'est-à-dire que lorsque vous déclarez une chaîne et que vous y mettez une valeur, vous ne pouvez plus changer ni les caractères à travers l'indexeur, ni la valeur. Si vous remettez une nouvelle valeur, la première instance, entre guillemets, est perdue, sauf si elle est encore pointée par d'autres références, et on crée une nouvelle chaîne. Donc, il y a des syntaxes qui sont un peu piégeuses quand on fait S est égal à S plus point d'exclamation, par exemple. On ne concatène pas réellement. On crée une deuxième chaîne un peu plus grande et dans laquelle on stocke, on concatène les données. Voilà. Donc, donc, au niveau de la philosophie, pourquoi on se contenterait finalement de variables sur lesquelles on ne pourrait pas changer de valeur? Eh bien, l'accès en écriture apporte pas mal de dangers. Donc, une mauvaise isolation, dans les concepts objets, on est habitué à embarquer dans une structure un certain nombre de données et on sait que toutes les données membres peuvent avoir des portées et on se dit, ah oui, bah, j'ai une donnée membre ici qui est extrêmement importante pour le bon fonctionnement de mon objet. Elle n'a pas du tout de sens à être exportée à l'extérieur de l'instance. Je vais la mettre privée et ça va m'aider à développer une classe intègre qui assure le bon fonctionnement. Donc, l'isolation, les effets de bord, si par contre, je décide de partager une variable, s'il y a plusieurs personnes de plusieurs endroits de mon programme qui sont capables d'y accéder et de changer ces valeurs, est-ce que mon objet fonctionne toujours bien? Les dépendances, l'accès en écriture, on peut considérer évidemment sur une variable, on a deux types d'accès, la lecture et l'écriture. On va prendre une propriété, ça c'est plus parlant. Si je mets en lecture seule, et j'ai un certain nombre de dépendances, si je mets en lecture-écriture, j'agrandis ma dépendance. C'est-à-dire que si j'autorise l'écriture et puis que plus tard, je la condamne, je vais avoir des breaking changes.
Et ensuite, j'ai mis un dernier point, on en parle le plus souvent, mais j'ai fait exprès de le mettre en dernier point, il y a l'accès concurrent également. Qu'est-ce qui se passe si on a développé, si on a des ressources qui sont accessibles en écriture et qu'il y a plusieurs threads qui accèdent en même temps? Est-ce que l'objet continue à fonctionner ou pas? Vous êtes habitué à voir dans les docs de .NET souvent qu'un objet est thread safe ou non. C'est-à-dire qu'il a été pensé, bien isolé, limiter les effets de bord pour qu'il puisse fonctionner avec plusieurs threads qui accèdent en même temps. Un HTTP client, par exemple. La mise en place, donc on va y aller doucement. Hein, donc les dangers de l'accès en écriture, ça voulait dire aussi, pardon, quels seraient les bienfaits finalement de mettre des read-only, d'accord, ou des propriétés en lecture seule. La mise en place, les solutions, on les connaît. On va voir qu'on a quelques-unes, peut-être que vous ne connaissez pas, qui sont un peu nouvelles. Et on peut se poser cette question à tous les niveaux. Si je reprends les portées, privées, internales, etc., elles s'appliquent à des classes, à des méthodes. On peut avoir cette réflexion pour des librairies, pour une API même, une API web. Hein. Quelle est la surface finalement, c'est une interface. Quelle est la surface qu'on rend publique, etc. Et en tout cas, dans l'idée, c'est que si je suis en lecture seule, je n'ai pas de conflit. Les notions d'effet de bord, j'en ai reparlé un petit peu aussi. Là, j'ai repris la définition d'une fonction pure. Une fonction pure, pour rappel, c'est une fonction qui peut terminer son exécution, même si elle est asynchrone, peu importe sa nature, de manière autonome. C'est-à-dire que si elle n'a pas besoin de contexte pour continuer à s'exécuter, pour finir son exécution. Elle n'a pas besoin de dépendance sur des données membres. Donc, en gros, elle est autonome avec tous les paramètres qui lui sont passés et elle sait terminer son exécution. Et évidemment, ça demande qu'il n'y ait pas de mutation extérieure pour finir son exécution. Les portées et les accesseurs. Donc là, je vais entrer dans quelques démos qui sont vraiment très simples hein, pour le début. Voilà, ici j'ai un petit exemple ici d'objet que j'ai appelé mon service, hein, qui est vraiment symbolique. Tout est public, tout est en getSet. D'accord, donc là c'est vraiment l'élément très, très simple au bon moment. Et on est capable en C# d'écrire ici, j'ai même pas fait de constructeur, hein, new my service, id égale 1, name égale 1, et on sait tous qu'on peut écrire du coup, on peut également modifier la valeur du coup de toutes les propriétés. D'accord? Et finalement, ici, mon effet de service, peut-être que l'ID n'a pas de réel intérêt à être modifié, et le name non plus. Donc ici, les solutions classiques seraient de mettre private set ici, sur les deux données membres, sur les deux propriétés. Ici, ça existe depuis longtemps, tout le monde le connaît. L'impact ici que ça a, c'est que, évidemment, ça ne fonctionne plus. Et l'initialisation du constructeur un petit peu automatique ici avec les accolades ne marche plus non plus. D'accord? La solution simple, évidemment, si on implémente ce genre de choses, c'est de faire ici, de passer en paramètre, name, et puis ici, d'appeler myService avec d'accord. Je vais le mettre juste en commentaire pour le moment. Et puis ça, donc, je l'ai interdit. Okay. Là, déjà, je considère que j'ai amélioré l'intégrité de mon objet, puisque fonctionnellement, l'ID et le nom n'allaient pas changer dans la vie de mon service. Donc, il n'y avait aucun intérêt. Donc, déjà, premier réflexe ici, non, pourquoi je le mettrai en écriture? Ça n'a pas de sens, je l'enlève. Et par contre, ici, si j'ai une méthode ici, si je continue à écrire, à implémenter la classe, que j'ai des services, etc., je peux ici, mais je peux modifier name. D'accord? Pourquoi? Parce que l'accessoire en écriture, il est private. D'accord? Donc, en effet, j'ai limité les dangers de l'extérieur. Les gens ne peuvent pas venir ici perturber le fonctionnement de mon objet. Par contre, ici, moi-même, je peux me tromper et je peux altérer la valeur de name. D'accord? Il y a une autre syntaxe ici, qui existe depuis quelques versions de C#. D'accord? Si je mets init, c'est l'équivalent d'un private. J'ai toujours pas le droit d'y accéder depuis l'extérieur. Par contre, je n'ai pas le droit d'accéder non plus hors du constructeur.
Donc, cette écriture ici est autorisée, celle-ci est illégale. D'accord? Donc, ça va un petit peu plus loin. Le init, je n'y ai accès que dans le constructeur. L'avantage, c'est que ça supporte la syntaxe du constructeur avec les accolades. Init, il est assez pratique. Et donc ici, cette syntaxe qui était limitée au property get set, finalement, on l'a reprise dans C#, et je peux accéder à des variables, à des propriétés qui sont marquées init. Voilà, donc c'est une simplification et une petite nouveauté qui me permet, enfin qui existe encore une fois depuis plusieurs versions, qui me permet de sécuriser encore un peu plus que private les accesseurs ici en écriture de propriété de classe. D'accord? C'est un premier exemple. Je vais revenir juste à mes slides, la portée, l'accès en écriture. Là, mon objet était vraiment très classique. Donc là, j'ai parlé de propriété, qui était donc je peux sécuriser un peu plus facilement et un peu plus puissamment. Et je vais ici parler de la propriété qui est de type objet. Donc ici, je suis dans un app manager qui symbolise un objet un peu global dans mon application. Et puis, voilà, et je vais ici référencer plusieurs outils. Par exemple, un DB contexte, un truc assez classique. Je regarde un peu à quoi ressemble cette classe. Cette classe, elle a un constructeur, elle a des méthodes un petit peu internes, initialize, dispose, qui sont des méthodes techniques, et puis des méthodes plus fonctionnelles qui sont read et write. Une connection string aussi, je vais considérer comme une information technique, mais un peu métier quand même. D'accord? Donc il y a des choses que ici j'ai tout mis par défaut public, vous l'avez compris, pour montrer un petit peu les erreurs et où est-ce qu'on pourrait améliorer les choses. Et du coup, ici, ça, je l'expose dans mon App Manager. Ici, je suis dans une librairie, et puis, symboliquement, ici, donc, dans une application principale qui référence My Library, je vais appeler mon DB Context pour c'était la chaîne de connexion, par exemple. DB Context, ici, si je le survole, il est de type DB Context. OK, mince. Pardon. Une autre façon de modifier les portées sans modifier l'objet, c'est de passer par une interface. D'accord? Donc ici, évidemment, les portées, vous pouvez les changer à la main ici. D'accord? Mais si pour de très bonnes raisons, vous vous dites non, il y a une logique dans ma librairie que ça et ça reste public. On a une autre possibilité ici, c'est de masquer, de redéfinir la portée à travers une interface. D'accord? Donc, il y a un petit raccourci ici qui est extract interface. Je vais le mettre dans le même fichier. Et puis, du coup, je vais dire le dispose et l'initialize. J'en veux pas. Donc, ici, mon DB context est là. Il implémente IDB context qui réduit la visibilité. Donc, il y a deux méthodes que j'ai enlevées. Et puis, ici, je peux aller même un peu plus finement. Je vais dire, tiens, je veux que le get dans ma connection string. D'accord? Et ici, qu'est-ce qu'il faut que je fasse encore? Ici, du coup, maintenant, c'est IDB context que je mets ici. Ici, ça ne change rien. D'accord? J'instancie mon DB context. Par contre, mon objet qui est exposé ici, il est de type, la référence de type IDB context. Je vais maintenant du côté de mon appelant. Ici, ça ne fonctionne plus, en effet. D'accord? Je ne peux plus le setter. Par contre, je peux le lire. Et ici, surtout, si j'accède à ma vue, je n'ai plus le initialize et le dispose. D'accord? Donc, une autre façon, finalement, de setter des attributs de visibilité sans modifier l'objet, c'est de le masquer derrière une interface. Et on a à nouveau la possibilité de réécrire, de repenser ce qui va être visible ou pas. Par contre, ici, DB Context, il est toujours là. D'accord? Donc, si vous êtes un peu malin, escroc. Là, vous voyez modifier les données. D'accord? Donc, je retourne ici dans ma librairie et le DB Context,
je vais enlever le public. D'accord? Retourne dans mon appelant. DBContext n'existe plus. Pour autant, à travers l'interface, ici, l'interface est connue. Donc, toute la bascule se fait ici. Ici, le type DBContext est connu de ma librairie, mais je l'expose à travers une interface qui, elle seule, est connue de l'extérieur. Ici, j'accède à Read Write et je n'ai plus aucun moyen d'accéder à Initialize ou d'autres données techniques que j'aurais voulu masquer. D'accord? Voilà, là, je montre vraiment ici l'outillage qu'on a en C# pour masquer les données. Ici, l'intérêt, donc, ce serait à la fois de masquer ou de mettre en lecture seule quelque chose qui était accessible en lecture-écriture. Une petite question, est-ce que Oui. dans ton programme client, là, si tu utilises la réflexion, tu pourrais quand même accéder à ton connection string? Oui, je peux. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc tu le caches, mais il n'y arrive pas quand même, quoi. Oui, après, ça, c'est d'autres règles de .NET. Ouais. Sur la réflexion, on peut mettre des droits particuliers, ce que font les frameworks de test en général, qui veulent moquer certains objets. Pour changer, on peut avec des droits, tout modifier, des données privées, tout ce qu'on veut, avec ou sans interface en .NET. Moi, j'ai juste une petite question par rapport au init. En fait, j'aime bien sur le principe, mais je trouve que ça résout pas tous les problèmes, notamment quand on a les nullables d'activer Oui. sur les propriétés. On est obligé de mettre de les initialiser à quelque chose, genre un nul point d'exclamation ou un default point d'exclamation. Sinon, on a des warnings en fait quand on utilise la syntaxe d'initialisation, comme tu as montré. Et celle avec les accolades? Oui, tout à fait, ouais. Mais c'est la même chose que le constructeur. Ben, en fait, celle avec les accolades, quand tu fais ton ID égale quelque chose, name égale quelque chose, et que tu laisses ton constructeur vide là comme c'est, Oui. du coup, si j'active les nullables, en fait, je vais avoir des warnings comme quoi mon ID, ma propriété ID et ma propriété name ne sont pas initialisées. Parce que le constructeur les initialisait pas, en fait. C'est fait juste après le constructeur à l'init. Oui, oui, je comprends en effet. Donc, en effet, si on regarde ce qui est compilé, le constructeur ici que j'avais string name, il n'existe pas. Oui. D'accord. Au niveau de la compilation, même si j'appelle la syntaxe ici pratique qui est là, ça ne créera pas de constructeur qui, lui, en effet, au niveau de la compilation, est une vraie méthode. Donc, cette syntaxe ici s'appelle le constructeur unique, s'appelle ça, et ça set les deux propriétés, on est d'accord. Ouais, et du Donc, coup, en fait, ce qui me gêne, c'est que ça m'oblige, moi, quand j'ai les nullables d'activer, de mettre toujours du égal default ou des choses comme ça. Oui. Donc, la différence ici, elle est que ici, ça ne crée pas un constructeur, cette syntaxe. Oui. Quel que soit, enfin, avec ou sans init, ce sont deux chemins d'exécution un peu différents. D'accord? Il y en a un qui appelle le constructeur vide et qui fait 2 sets, et le init l'autorise. Et l'autre, enfin, je comprends ce que tu veux dire du coup avec le init, mais c'est indépendant du init. C'est deux chemins qui sont différents. Oui, c'est juste qu'en fait, j'avais espéré quand ils ont ajouté le init que ça résolverait ça, en fait. Et en fait, non, pas du tout. Je comprends que tu aies espéré ça. Ok, je continue. Juste pour info, je t'ai mis une issue dans le chat qui parle justement des required properties. Là, c'est le truc qui devrait fixer potentiellement le init et les nullables s'il implémente. D'accord. Parfait. Ça marche, merci. Injection de dépendance. Oui, j'ai marqué injection de dépendance ici parce qu'évidemment, c'est pas le sujet du tout aujourd'hui, mais mince. Manager, il est là. Ici, du coup, l'appelant qui appelle DBContext n'a plus aucune idée du type qui a été utilisé pour instancier DBContext. C'est la base de l'injection de dépendance. Après, on peut rendre dynamique la création de l'instance qui va implémenter l'interface. Voilà, c'est le début de l'injection de dépendance. Mais ici, dans cet exemple, je l'avais juste noté. Je reviens ici donc sur mes slides. Je vais essayer d'aller un peu vite quand même pour garder du temps pour des questions à la fin.
Voilà, donc là, pour le moment, j'ai joué avec des attributs de visibilité. J'ai joué sur la visibilité des propriétés d'une classe entière en la masquant derrière une interface. Et maintenant, je vais parler de la visibilité. Non, c'est pas celle-là. Sur les collections. D'accord? Donc la même chose ici. J'ai symbolisé un data model qui charge les données de la base, d'une API, peu importe. Et puis, j'expose voilà, une propriété de type collection. D'accord? Donc, on a tous écrit ça un jour. Ici, elle est de type init. Très bien. Donc, le new, je pourrais l'écrire que ici. Et voilà, moi, il y a plein de. Voilà, cette collection ici, elle est en nombre fini. Imaginons qu'elle ne soit pas dédiée à l'édition pour que les gens puissent ajouter ou supprimer des lignes. Quel est le type qu'il faut exposer ici? Moi, je vois plein de gens, ça m'arrive, hein, qui gardent liste par défaut et qui ne comprennent pas qu'il ne faudrait pas mettre liste. Ils font, alors moi, ça me rend fou, en général, je m'en vais. Et du coup, ici, je vais aller au côté du code appelant. Non, ce n'est pas ici, pardon. Voilà. Modèle.customers. OK, je récupère bien ma liste, mais je peux accéder aux éléments, je peux ajouter des éléments à ma collection, etc. Donc, par défaut, ici, évidemment, hein, si ce n'est pas dédié à l'édition, hein, si voilà, je renvoie juste une liste, moi, ici, je mets toujours un tableau. D'accord? Et puis ici, new. Voilà. Ici, maintenant, est-ce que je peux altérer ma collection? Non, je ne peux plus. D'accord? Tableau, on ne peut rien y faire. D'accord? Donc, premier niveau où j'ai sécurisé. Dans cette session aujourd'hui, on va que montrer des choses où on peut faire moins. D'accord? Mais l'idée, c'est ça pour sécuriser. Donc, add, on ne peut plus faire, remove, insert, tout ça, on ne peut plus. Par contre, il y a quelque chose qui me chagrine encore, c'est que je peux faire ça. New, customer. Voilà. Donc, si moi, fonctionnellement, la property customers, elle voulait renvoyer vraiment les customers qui appartiennent à mon data model, je trouve ça carrément pas terrible qu'on puisse modifier le prochain qui va l'utiliser. Ben, n'importe quel bout de code aura pu altérer ma collection avant. D'accord? Et donc ça, je ne le veux pas. Et il y a un autre type de array qui existe, qui est immutable array. Immutable array de customer. Et là, il me fait la tête parce que immutable array de customer. Voilà, c'est bon. Et alors, qu'est-ce que c'est que ce type? Il est intégré dans .NET 6, c'est sûr, dans .NET 5 aussi. Il me semble que dans les premières versions de .NET Core, il est en package NuGet et dans le framework .NET aussi. En tout cas, maintenant, il est dans le framework. Mais il existe depuis quelques années. Et donc, finalement, là, vous voyez, j'ai rien changé. Ah, ici, c'est devenu légal. D'accord? Donc, vous avez les mêmes. Par contre, j'ai la même syntaxe. Hein, j'ai le même confort qu'un array. Je peux accéder aux éléments du tableau à travers un index. Je peux accéder aux objets, etc. Par contre, je ne peux plus les modifier. D'accord? Donc là, je suis content. Maintenant, je trouve que mon data model est intègre par rapport à ce que je voulais faire, évidemment. Hein. Customers, je ne peux plus le modifier. Ici, allez, je vais écrire symboliquement ici. Hein. Quand on fait, donc tout à l'heure, je parlais d'une liste de customers. De la même manière qu'on raisonne, elle, à exposer finalement la portée minimum, hein, tout ce que je vous dis ici, c'est des réflexes de programmation, c'est on ne met pas public par défaut, on ne met pas getSet par défaut. Presque, il faudrait tout mettre en privé. Et au fur et à mesure, on dit « Ah ben non, ça, j'en ai besoin ici », on raisonne la portée et on l'augmente. D'accord? Et ici, si j'ai une liste de customers,
OK, c'est très pratique. Je peux faire des adds, je peux faire des inserts à n'importe quel endroit au milieu de ma liste. Tout ça, c'est pas gratuit, hein. Ça décale de la mémoire, ça fait des opérations, etc. Et finalement, une autre façon d'exposer les bonnes possibilités, c'est le choix de la collection. Parce qu'en .NET, on en a beaucoup. Donc ici, j'ai une liste, mais imaginons que fonctionnellement, j'ai une queue ou une stack. Fonctionnellement, c'est de ça dont j'ai besoin. Pareil, là, je vais toujours tomber sur des gens qui vont me dire « Oui, mais bon, c'est pareil, avec une liste, je peux faire insert en 0 et puis j'enlève le dernier. Et j'ai une queue. Ou une stack, j'enlève en 0, je reprends 0. » C'est vrai. Seulement ici, c'est fini. Je ne peux plus la faire, l'erreur. Je peux faire que push et pop. D'accord? Donc là aussi, c'est un exemple pour moi d'avoir choisi la bonne structure de données qui limite les dangers et qui du coup, qui sécurise mon code, parce que je peux l'équivalent de quelqu'un qui a fait un insert au rang 3, qui est fonctionnellement illégal dans ma logique, ce bug, il n'existe plus. D'accord? Donc, les collections, la liste des collections est très riche en .NET. Il faut vraiment en profiter. Moi, déjà, je trouve ça extrêmement sympa à utiliser, confortable. On fait queue, des queues, on queue, pop, push avec les stacks. Et en plus, on limite les problèmes potentiels. D'accord? Que ce soit pour les autres ou pour nous-mêmes, on a la bonne structure, on peut faire une stack que push et pop. Une autre solution que j'avais listée ici, c'est si on a besoin de l'immutable, enfin d'un array, d'une structure en lecture seule, mais qu'on n'a pas forcément besoin même d'avoir accès à l'indexeur i, 0 ici. Si notre besoin, c'est uniquement de faire des for each, de balayer par exemple la collection, eh bien, je peux faire autre chose. À la place d'exposer les données, je peux exposer du code en mettant une fonction. Il est malin, il m'énerve, là, cette complexion là, d'IA, là, il trouve toujours le bon truc. Allez, ici, je vais faire flèche customer. Hop. D'accord, donc une autre solution, ce serait finalement de ne pas exposer la donnée. Ah oui, j'en ai besoin quand même. Là. Bon, je pourrais la mettre en privé, peu importe. Et finalement, de passer par une méthode. Et donc ici, je pourrais écrire get customers. Et là, j'ai plus du tout le problème de me poser la question est-ce que depuis l'extérieur, depuis modèle, depuis l'instance, est-ce que je peux modifier la collection interne? Non, j'ai accès qu'à un curseur de customers. D'accord? Donc, je ne peux pas altérer, je peux ni ajouter, ni supprimer, etc. Mais ça se trouve, fonctionnellement, je n'ai besoin que de faire un for each et c'est très, très, très souvent le cas. Donc, très, très souvent, enumerable suffit largement. D'accord? Il faut choisir vraiment d'offrir la surface minimum. Je veux juste une stack, je veux push et pop, je prends une stack. Je veux juste pouvoir faire un for each, j'expose juste un curseur, un enumerable. D'accord? Donc aussi le bon choix de la classe. Alors, immutable. Donc là, ça va se compliquer un tout petit peu. Je l'ai mis où? Je l'ai mis ici. J'ai fait une classe dans laquelle je veux loguer des données. Donc, là, c'est en mémoire. Et donc, j'ai un logger et j'ai une méthode. Voilà, j'ai une méthode log qui me permet de faire message.add. Ici, c'est privé. Donc, de l'extérieur, je peux faire que log. Et puis, à un moment, si je veux récupérer tout le contenu, je fais get content et ça me renvoie l'énumération du contenu. Donc, c'est exactement ce qu'on vient de dire. J'ai exposé le minimum. C'est-à-dire log d'un message et je récupère un curseur sur les messages qui sont dans ma liste. D'accord? Donc, ici, je vais voir la plan. Non, il n'y avait pas de plan. Ah! Où est-ce que je l'ai mis? Ah oui, je l'avais mis en commentaire. C'est pour ça qu'il n'était pas dans mes... OK. Donc, tiens, d'ailleurs.
OK. Je crée donc mon objet logger. J'ajoute un élément dedans. En interne, c'est quoi? C'est une liste. Pas de souci, je suis content. Et puis ici, imaginons que je sois dans un contexte multitâche où j'ai plusieurs threads qui potentiellement peuvent accéder à mon logger. J'ai deux fonctionnalités. J'ai ajouté des données dans le log et j'ai parcourir le log. D'accord? Parcourir le get content qui est ici. Qu'est-ce qui se passe? Donc ici, donc ça c'est le problème extrêmement courant qu'on a quand on fait des accès parallèles aux ressources. Donc j'ai mis dans une boucle infinie, je balaye ici mon curseur, mon log. D'accord? Je l'ai mis dans un while true pour avoir le conflit. D'accord? Dans la vraie vie, souvent, il n'y a pas de while. Ça marche, ça marche, ça marche, et un jour ça pète. D'accord? Là, bon, là, pour que ça pète, je l'ai fait tourner en boucle. Et ici, qu'est-ce qui se passe si j'ajoute un élément pendant que qu'un autre thread est en train de lire ma collection? Exception. Parce que tu modifies la collection qui est interne. Voilà. Donc j'ai une exception. Alors que tu es en train de les tirer. Voilà, d'accord, j'ai une exception parce que j'ai deux accès qui ne sont pas compatibles avec le multithreading ici. Donc on va le voir. Là, je vais faire run quand même. Je crois que c'est la seule fois de la session que je vais le faire. Donc je vais run. Donc là, bon, il boucle, hein, donc sur le for while. Si je fais enter, ça fonctionne. Pas de bol. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah non, mais alors je suis tombé dans le cas où j'étais dans le while. Donc il y a un petit moment où il boucle là, où il est plus en train d'être dans le for each. Donc là ça plante, mais c'est pas mal parce que ça ressemble au bug de la vraie vie. Hein. Ici, qu'est-ce qui se passe? J'ai logué donc j'ai fait un add dans ma liste, alors qu'il y a déjà un thread qui est en train de la parcourir. Et donc on comprend évidemment qu'il y a un conflit d'accès à mes ressources, et que même techniquement et fonctionnellement, qu'est-ce qui se passerait dans une boucle s'il y a un nouvel élément ou si j'en supprime un, si la liste est altérée alors que je suis en train de la parcourir. Le curseur, il devient un petit peu incohérent. Et du coup, là, ici, en .NET, on a la chance d'avoir une exception assez propre qui nous dit qu'on n'a pas le droit de faire cet accès. Comment on fait? Il y a deux possibilités. Alors, soit on gère la concurrence avec des verrous, c'est-à-dire que donc, ma ressource partagée, c'est la liste de messages. OK? Cette liste de messages, j'accède ici dans le add et j'y accède ici à travers mon curseur. Donc, à ces deux endroits où j'y accède, ben, soit je mets un lock autour, d'accord, avec un objet dédié à ce verrou, soit j'utilise des collections concurrentes. Donc, je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de concurrentes. Voilà. Using System Collections Concurrent. Ici, il y a beaucoup d'objets, queue, stack, bag, dictionary, qui sont thread safe. Après, il faut gérer quand même le conflit. C'est-à-dire qu'à la place d'une exception, il va nous renvoyer un booléen qui va dire « Ah oui, là, j'avais accès ou j'avais pas accès ». Il est thread safe par défaut, mais il y a du code à gérer. L'autre possibilité… Tu les utilises souvent, ces collections-là? Oui. Ouais. Oui. Côté serveur, des fois, ouais, ou quand je fais des exécutions en parallèle pour aller plus vite. Moi, je traite des documents, par exemple, aujourd'hui, là. Je download des fichiers, des PDF qui font plusieurs mégas. Ça prend quelques secondes. Quand il y en a 100, je fais beaucoup de traitements en parallèle. Ouais. Donc, dans mon cas, c'est pour aller plus vite, par exemple. Ouais, d'accord. Ici, et donc la première solution, c'est de gérer la concurrence avec des verrous. L'autre solution, c'est de découper un petit peu l'accès, de repenser l'accès à ma ressource. Et une des clés d'immutabilité, c'est de faire des recopies. D'accord? Ça peut être des vraies recopies mémoire, ou ça peut être plus Sioux aussi, comme je vais vous le montrer ici. Si à la place de list, je mets immutable list. Immutable list,
Ça veut dire quoi? Immutable, c'est qu'on ne peut pas changer. List, ça veut un peu dire qu'on peut changer quand même. D'accord? Donc, le constructeur n'est plus tout à fait le même, d'ailleurs. Empty. Qu'est-ce que c'est que ce code? Donc, c'est l'implémentation d'une liste. Vous avez remarqué qu'ici, je peux toujours faire add. Et c'est là que la magie opère. Le add, contrairement à la liste classique. Qu'est-ce que j'ai fait là? Non, c'est bon, vous voyez toujours là? Oui, c'est bon. J'ai fait contrôle. Alors, je vais faire ça. Voilà, je vais faire contrôle espace, mais ça m'a déclenché un truc dans Teams. Regardez bien ici. Ça a le même prototype, mais ça renvoie une liste. D'accord? Donc, la liste est réellement immuable. C'est-à-dire qu'après son initialisation, je ne peux plus changer les éléments qui sont dedans. Par contre, j'ai quand même une méthode add qui fait quoi? Qui fait une liste chaînée. Elle conserve la première liste, on ne peut pas la modifier, mais elle crée une deuxième instance. OK, très bien. Est-ce que ça me consomme 2 fois les données? Non. Si dans ma liste ici, j'avais 100 éléments, si je fais un add, ça me crée une deuxième liste qui s'appuie sur la première pour ne pas tout recréer. Et ici, dans laquelle il y aura 101 éléments. D'accord? Et avec un chaînage, je vais avoir le 101e qui va être indépendant en mémoire. D'accord? Donc ici, on peut très bien le coder dans une boucle for et ajouter des éléments au fur et à mesure. Si à un moment, il y en a un qui vient piquer la référence de message, cette référence, elle est inaltérable. Il aura l'état de la liste à ce moment T, avec 5 éléments par exemple. D'accord, vous comprenez? Donc ici, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre dans message. Qu'est-ce qui se passe ici maintenant? Je repense mon accès concurrent. Ici, il y a 2 personnes qui accèdent à ma ressource partagée et on considère que message est immuable. D'accord? On oublie la fonction immuable, il y a 10 données à l'intérieur. Si à un moment ici, getContent me renvoie à la référence sur message, l'appelant ici, il la conserve. Il conserve cette référence. Ensuite, si quelqu'un d'autre vient l'altérer, lui, ça ne changera rien. Il aura une référence sur une liste qui contient 5 éléments. D'accord? Si les autres viennent faire des adds, ça va être des références sur des listes chaînées qui auront la visibilité à chaque fois du nouvel élément en plus. OK. D'accord? Donc ici, maintenant, je réexécute ça. Et j'ai bien pu insérer mon nouveau message alors que j'avais un thread ici qui était en train de modifier ma collection. D'accord? Donc, ce qui s'est passé ici, c'est qu'ici, je vais le mettre en... Qu'est-ce qui se passe avec mon clavier? Ah, je ne peux plus faire d'accolade. C'est Sharp, ça va être compliqué. Ah, local. Bref, okay. J'ai juste moins de lignes. Ici, je récupère une référence de getContent à un instant T. D'accord? Elle a 5 éléments, ça ne bougera plus, elle est immuable. Ici, si d'autres ajoutent des messages, ça créera une autre structure avec des éléments supplémentaires. D'accord? Donc, voilà tout l'intérêt ici. Ce sont 2 approches. Hein. Soit on gère la concurrence, soit on raisonne différemment les structures. OK? Immutable list, immutable array existe aussi. Alors là, c'est presque un nom étrange en lui-même. Et enfin, on l'a utilisé tout à l'heure, pardon, c'est le add qui est étrange. Hein. Le immutable array, c'est la même chose. Enfin, fonctionnellement, c'est la même chose, mais il fait une recopie complète du tableau. Donc, ça peut servir certains scénarios. Au niveau de la mémoire, si vous faites ça dans une boucle x1000, c'est pas terrible. D'accord? Mais si vous voulez l'équivalent d'un clone, finalement, d'un copie d'une taille size plus 1, et je remets une valeur, c'est la fonction add d'un immutable array. D'accord? Ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est une liste chaînée avec l'immutable list. Là, c'est une recopie complète de la structure.
Le array, évidemment, hein, là, c'est juste la comparaison entre un buffer et une liste chaînée. Le array est beaucoup plus rapide, évidemment, en accès. Hein, c'est indexé, boum. Je vais à la IM position instantanément. La liste chaînée, il faut que je itère autant de fois que l'élément est éloigné. Mince, pardon. Mitsu, Ouais. là, tu dis que le array, finalement, tu vas aller plus vite. Par contre, tu vas juste consommer davantage, c'est ce que tu dis. Oui, tout à fait. D'accord. Non, c'était pour m'assurer parce que j'ai l'impression de faire des erreurs, en fait. D'accord. C'est là, on parle de parallélisme, mais c'est la question globale qu'on se pose de manière générale entre un tableau et une liste chaînée. La liste chaînée est beaucoup plus rapide aussi quand on insère, par exemple, hein, parce qu'elle n'a pas à décaler les buffers et à réallouer. Elle vient juste s'insérer. Voilà, donc chacun a du pour ou du contre. Là, ici, je montre un exemple. Ce que je voulais montrer, hein, c'est surtout la résolution du thread safe. La stratégie de recopie. Voilà, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps en plus. J'avais un workflow de traitement de documents. Et puis, voilà, j'ai essayé de le symboliser ici en une page de code. J'ai une méthode qui s'appelle read, qui va lire des documents que je scanne en OCR, enfin sur des Cognitive Services. Et en échange d'un ID, ça me renvoie une réponse. Ma réponse ici, c'est une coquille qui symbolise ma requête et le retour, hein, comme les request response là, du web. Et puis ici, donc j'ai fait une coquille très simple ici. J'ai un ID, un résultat, une erreur, et puis j'ai un state. D'accord? Comme les traitements d'OCR sont longs, parfois quand on interroge, on a lancé le traitement et on nous dit non, c'est encore en cours, et on est obligé d'interroger, de pouler jusqu'à ce que ce soit success ou fail, le cas échéant. Ici, du coup, j'ai un objet de type réponse. Et qu'est-ce que j'en fais? Donc, je le construis, j'exécute ma lecture, et puis je continue tant que c'est running. D'accord? Dès que c'est success ou failed, je sors. OK? Et ici, donc là, c'est l'exécution. J'ai plusieurs stratégies. Est-ce que je garde mon même objet response? Et puis, du coup, je modifie juste son state. D'accord? J'aurais pu rendre le state ici accessible en get set. C'est un choix qui est valable, hein, toujours. Hein. Et puis, je me suis dit, non, moi, je vais raisonner plutôt, je recrée des objets à chaque fois. D'accord? Donc, ici, finalement, j'ai une requête, alors c'est un objet, un response, là. Je le passe ici, j'ai un getState qui symbolise l'interrogation de mon service. Et puis ici, je renvoie une réponse, le même objet response, avec donc le même ID, ça me conserve toute ma trace, hein, c'est mon tracker. Et puis il me dit, ici c'est success ou c'est fail. J'ai fait le choix ici de ne pas renvoyer le même objet, j'aurais pu. Donc qu'est-ce que je fais? J'en recrée un autre. Si c'est success, plutôt que de changer r.state et de le mettre à success, je vais considérer dans ma façon de programmer que response, il est immuable. D'accord? On voit là, j'aurais pu mettre des inits d'ailleurs partout là. Donc, une fois créé, je ne veux pas le modifier. Donc, qu'est-ce que je fais? Je crée un nouvel objet. Je crée un nouvel objet response. Alors, ça a l'air un peu redondant. Hein, je passe le même ID, je passe le même message. Enfin, là, je passe un message et si c'est fait, etc. Mais si tout va bien ici, je passe le même. Et puis, surtout, je passe le nouveau state. Si c'est success, je mets success. Si c'est fail, running, etc. OK? Et voilà. Donc, c'est une façon de programmer. Quel est l'avantage de cette façon? Elle est thread safe. Si à un moment ici, j'appelle une autre méthode call avec R, à cet instant T, peu importe si après je modifie R, lui, il a sa recopie. Il est peinard. D'accord? Je pars en A5, je vais faire des trucs, bidule. Je travaille avec des recopies. Donc, c'est une façon de programmer qui est différente, mais dans un contexte de performance, comme on disait, ou sur un serveur ou autre, massivement multithread, pardon. Ici, voilà, je peux me dire, ces petits objets, non, je préfère les recréer. OK? Pour moi, c'est secure. Oui, je renvoie une autre instance ici quand je réponds, mais à n'importe quel moment de mon workflow, s'il y a des A5, des machins qui partent dans tous les sens, chacun travaille avec une recopie. J'ai cassé tous les effets de bord possibles. Si à un moment je retourne dans une branche, machin, ah ouais, mais en plein traitement, l'autre, il a changé le statut.
est-ce que ma logique fonctionne toujours? Mon code, il risque de plus marcher. Et tout ça pour amener à... Donc, j'ai eu cette syntaxe, hein, vous regardez bien, je reprends fonctionnellement le même objet, je redonne un peu les mêmes valeurs, sauf une ou deux qui changent. En C# 9, 8, je suis perdu, je ne sais plus. On peut écrire with. D'accord? Donc, un objet, le with, il recrée une instance de l'objet en modifiant uniquement les paramètres que vous lui passez ici. D'accord? Donc, l'objet response ici, dans son état, il est cloné. With les nouvelles valeurs qui sont state et résultats que j'écrase. D'accord? Donc, c'est une syntaxe qui est beaucoup plus sécure et qui est plus simple et plus lisible à écrire, qui permet de recopier un objet en lui faisant varier un état. Donc, ça, c'est typiquement fait pour de la programmation immuable. D'accord? Le syntaxe du with, là, ça marche aussi avec en deep clone ou c'est uniquement ça garde ouais, je me suis posé la question, je ne sais pas comment marche le clonage. Ici, je l'ai mis à l'intérieur d'un code là, mais ça marche. C'est juste une instruction. Hein. Ouais. Égal. Ah, mais si ton response, il avait une je ne sais pas comment il clone. Je pense l'avoir lu, mais je m'en souviens plus. C'est du shallow clone. Ouais, voilà. C'est pas du deep clone, c'est du shallow clone. C'est juste les premières propriétés, quoi. Ouais, c'est le premier niveau, quoi. Mais en général, quand tu fais des choses immutables, enfin, si c'est dans un contexte qui est vraiment immutable, de toute façon, tes sous-objets sont immutables. Donc, que tu les copies, c'est pas grave. Ouais, c'est une bonne question, en effet. Le clonage en .NET, il est jamais simple. Hein. Donc, il y a plusieurs façons et techniques de le faire. Voilà. Tu as un problème dans cette façon. Moi, du coup, je fais un problème dans cette façon. Parce imaginons au départ, tu retournes un failed. Ça veut dire qu'il va retourner avec error. Imagine et tu retournes la même réponse qui est le réponse du failed dans ce truc-là. Mais du coup, tu vas te retrouver avec un résultat OK et error. Avec les deux cas. Bien sûr, le set sera mis à jour, mais avec les deux messages dans ton objet. Dans ce cas-là, tu peux avoir une. J'ai pas compris. En fait, vu qu'il fait une copie de l'objet actuel en modifiant les datas que toi tu passes, donc ici state et résulte. Donc au départ, il est failed, donc il retourne le state à failed et l'error. Oui. Ensuite, imaginons que derrière, en fait, le code, le mec, il te dit, bah tiens, ok, j'ai une erreur, donc j'ai recommencé. Et du coup, il te repasse la même response, la même référence. Oui. Dans ce cas-là, là, ça va succède. Ici, j'aurai un retry autour de ce truc-là parce que c'est failed. Ouais. Donc, je recommence ce truc-là, par exemple. Ouais. L'utilisateur dit, d'accord. Là, ça va être succeed. Du coup, il va te mettre à jour le state, succeed, donc ça, c'est bon. Il va te mettre en place le résultat, OK. Par contre, l'erreur, il est toujours là. Ah oui. Le champ oui, effectivement, donc ça demande de gérer le error, ça demande un truc. Alors que quand tu fais une copie, quand tu recrées ton truc, tu es sûr que tous les objets de l'objet qui est rentré en paramètre vont être reset, entre guillemets. Oui, bien sûr. Oui, je comprends. Oui. Donc tu peux refaire un objet. Donc ce serait un bug de ma part. Hein. Ce serait un bug du coup, à moins que ce voulu, mais. Oui. Voilà. Ce serait donc en effet ici, ce que tu veux dire, c'est que de manière explicite, on voit ce qu'on modifie, mais on ne voit pas ce qu'on ne modifie pas. Ce qui est copié par défaut. D'accord? Voilà, en effet, dans cette syntaxe, mais ce serait un bug de ma part de ne pas écraser. Il faudrait que j'écrase ici l'autre valeur. C'est ça. D'accord. Et même d'autres, si d'autres arrivent dans le futur, c'est un moment après, c'est moi qui code. Hein. Si je change de 9 valeurs sur 10 ou toutes les valeurs, je refais un new. Hein. Oui. Hein, après, je parle dans le cas, quand tu es tout seul, c'est un peu facile. Mais après, quand tu es dans une team avec plusieurs personnes et potentiellement du cross-coding, au final, il y a souvent ce genre d'erreur qui arrive. Bien sûr. Ouais. Après, même si je peux me tromper, hein, même avec des constructeurs, cette erreur, elle arrive aussi avec des constructeurs, avec des overloads de constructeurs, hein, si j'ai plusieurs constructeurs. Après, voilà, c'est un bug. C'est un bug qui peut être un peu plus masqué que d'habitude, mais qu'on peut retrouver de la même manière masqué si on a plusieurs constructeurs. Et c'est une bonne remarque.
Il est 18h. Les cas spéciaux ne sont pas très importants. Voilà, bon, j'ai parlé des strings un peu tout à l'heure. Il y a les read on span qui sont un exemple rigolo aussi. Voilà, donc juste pour conclure, c'est plus des façons de programmer, hein, même si ça résout quelques problèmes techniques, comme on l'a vu sur l'accès parallèle. Sinon, l'idée de base qu'on apprend vraiment quand on commence à développer, c'est on expose la surface minimum. C'est quand on met public, quand on expose fortement, il faut qu'il y ait une raison. Ça doit être réfléchi. C'est pas l'inverse. C'est private qui est non réfléchi, et quand on ouvre, qu'on réfléchit à l'exposition. Donc, exposition minimum, on a vu qu'on l'avait à tous les étages, hein, sur les accesseurs, sur les classes, sur les interfaces, un petit peu partout. Read-only, c'est la simplicité et la sécurité. Il y a énormément de classes aussi read-only dans le framework.NET. Donc, même ça, sans parler de complexité, de ce qu'on a besoin de multithread, etc., c'est souvent une sécurité. Fonctionnellement, on n'a pas besoin de l'écrire, on met read-only. Et le bug, il n'existera plus. Et le read-only, ça a beaucoup aussi en termes de performance. Le compilateur, du coup, il retire des checks. Non, ça résout des problèmes de performance. Ça peut résoudre des problèmes de performance. Oui. Et ça retire des checks sur le compilateur, sur le fait qu'il est nul ou pas, etc. Tout ce dont on parle là, dans cette session-là, c'est qu'une vue d'esprit. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'une donnée private ou qu'une donnée machin, etc. C'est juste le compilateur qui bloque certaines choses. D'accord? Et en effet, parfois, derrière, il y a des optimisations qui en découlent. D'accord? Mais voilà, déjà, juste en étant sécurité, intégrité, thread safe, voilà un petit peu tous les intérêts d'aller vers ce genre de démarche. Voilà, c'était mon exposé. J'espère que ça vous a plu, que ça vous fera poser quelques questions. Puis si vous avez des questions, là, d'ailleurs, il y en a déjà eu quelques-unes en cours, là, intéressantes. Il y en a qui découvrent les émoticônes dans Teams. Mitsu, moi j'ai une question de vieux con, un peu comme toujours. Dans ton approche d'immutabilité, est-ce que tu utilises des structures quotidiennement? Des structs? Ouais, des structs. Moi, je le encore beaucoup pour pas mal de traitements, pour envoyer de la donnée qui ne bouge jamais. Ouais, alors donc la copie est plus simple, en effet, hein, puisque ça copie les données par défaut. C'est un petit peu différent, l'allocation est différente, hein, le passage en paramètres est différent. C'est un type, c'est un value type, hein, une struct. Hein. Ouais. Donc, on peut en effet y voir un intérêt, mais les accesseurs, par contre, seront les mêmes. Hein. Toutes les questions qu'on s'est posées seront les mêmes. Hein. Ça ne les sécurisera pas. Par contre, l'équivalent du Wiz ou des trucs comme ça sont, si je prends une matrice, par exemple, la classe matrix, oui, je fais M1 égale M2, j'ai une recopie. Donc, c'est beaucoup plus propre et beaucoup plus simple pour faire des recopies. Par contre, toutes les questions qu'on s'est posées là, d'accès à la donnée, restent les mêmes. Hein. Oui, on est d'accord. C'est juste. Tu l'utilises aussi, quoi. Donc moi, j'utilisais ce truc. J'ai un très gros buffer de points ou de données simples. J'en ai 1000. Je prends de la 3D ou un truc comme ça. Je veux que mon array il soit contigu. Tu vois ce que je veux dire? Si je fais un array de struct qui contient des int, je sais que j'ai alloué un seul gros objet. Alors que si je fais un array de classe, je vais allouer un array de 1000 références. C'est pas le même coût sur le garbage. Non, c'est pas le même coût. Ouais. Non, Ça a aussi d'intérêt sur la durée de vie aussi de l'objet, du coup. Je sais qu'il est libéré hyper facilement. Moi, j'ai beaucoup l'utilisé sur souvent des petits passages de paramètres. On a des paramètres, on va récupérer 3-4 paramètres, et plutôt que de trimballer une structure trimballer une classe qui va durer rester longtemps, c'est vrai que la struct a quand même cet avantage d'aller vite. Et tu les passes en ref, du coup? Bah oui. Ouais. Donc par exemple, par rapport à l'immutabilité, c'est un problème de passer en ref. Oui, je suis d'accord. C'est pour ça qu'en fait, moi, tu vois, tu peux faire des ref read-only maintenant. On a des ref read-only. Non, mais beaucoup aussi. Mais c'est chiant avec les await, par exemple. Ouais, c'est sûr. Par contre, c'est bien quand tu veux une méthode justement qui est juste là pour te renvoyer un élément. Ah oui, j'ai beaucoup de méthodes qui sont juste là pour les renvoyer en fait. Ça fait partie de l'outillage qu'il faut absolument avoir en tête, hein, les structs. Ouais. Pour moi, c'est des petites classes qui ont une durée de vie assez courte. Donc,
on l'utilise beaucoup en 3D, par exemple. Hein. Tous les points, les matrices, etc. Au final, c'est des gros buffers qu'on pousse vers la carte graphique. On ne veut pas d'une classe avec 1000 références qui part dans la nature. Hein. Ok, bon, bah super. Il y a quelqu'un qui avait une autre question? C'est pas vraiment une question, c'est plutôt une observation. Je trouve qu'on n'est pas. Je suis complètement pour tout ce que tu dis, d'avoir une surface minimum et tout ça. Je trouve que c'est un peu dommage que les outils ne nous aident pas à ça. Généralement, quand tu vas créer une classe, ok, elle va être créée, il n'y a pas le private devant, mais elle est quand même quelque part pas publique. Il y a beaucoup d'outils où tu vas taper par exemple prop, et il va te générer automatiquement un getter, etc. Et je trouve qu'on n'est pas très aidé par l'outil pour aller vers ça, quoi. Il faut vraiment que tu le penses toi, quoi, en tant que développeur, quoi. Oh, regarde. Add. New class. Ok, ça a changé. Ouais, C'était pas maintenant, comme elle est ça avant. hivernale, ouais. Il y a beaucoup de petits changements. Ouais. Il y a, par défaut, même, je pense que ça fait pas mal de temps quand même que ça a changé. Mais oui, après, l'outil pourrait aiguiller. Il y a... Oui. Il y a même le cas des assemblées, des vieilles assemblées. Il y a même des outils qui existent post-compilation qui permettent de tout repasser l'IL en internal, etc., de merger, après coup. Mais ouais, après, l'outil est pas mal quand même. Mais peut-être, tu as raison, peut-être ces dernières années. Ça a peut-être changé. Bah, faut faire du F#. Ouais. Alors, Ça, c'est tout est immutable par défaut, tout ça. Qui c'est qui entend parler là, sans voir sa tête là? C'est Gérald. moi. Attends, je peux mettre la caméra si tu veux. C'est vrai que je ne la mets jamais par défaut, mais ça, tu verras ma face. Bon, bah, on va couper. Ça, c'est bon. Bon, merci à tous. Ok, bon, bah, super. Il n'y a pas d'autres questions, d'autres remarques? Si, une petite. Ouais, vas-y. Il y a un truc que tu n'as pas parlé et que je trouve ça que c'est super intéressant. Je parle au niveau des records, qui est super pour l'immutabilité, justement. Surtout quand tu fais du record truc, du record tout ça. Ouais, j'ai oublié d'en parler, ouais, c'est vrai. Et je crois que j'en ai parlé en Belgique en plus. Et je crois que j'ai sucré un slide. C'est ce que, voilà, quand je le relisais ce midi, j'ai dit, mais il ne m'en manque pas un. Parce que justement, c'est là depuis .NET 5 et pour justement l'immutabilité, ça permet justement une grande, inclure un développeur dedans, quoi. Ça permet vraiment de mettre le développeur au cœur du sujet. Et ça, c'est cool. Après, juste un petit bémol sur les records, c'est le mot-clé init. Oui. Par défaut, ouais, c'est toujours init. Ouais, mais init, c'est read-only au sens C#. C'est pas au niveau runtime, il y a un setter toujours. Si tu fais de la réflexion, tu auras toujours un setter utilisable. Donc, il faut juste faire attention à ça, là, selon les cas d'usage. Mais init, c'est read-only pour le compilateur et read-write à la runtime. Oui. Okay. Après, il faut vraiment chercher pour aller. Tu fais une property grid, par exemple, ou des choses comme ça. Il y a plein de cas, en fait, où si les tools ne sont pas adaptés, ou tu prends un serializer qui ne connaît pas encore le mot-clé init et qui n'a pas été adapté. Par exemple, je ne sais pas si Newton Sub.json le voit, tu vois, des choses comme ça. Oui. Ça peut être tous ceux qui bypassent un petit peu les règles via de la réflexion, vers le framework de test, de binding automatique, de découvrabilité, oui, ça peut être sujet à ce genre de choses. J'ai testé justement le record de classe avec quand tu veux déserialiser les app settings dans les web API. Et il veut pas, il refuse. Vers un record class. C'est l'erreur qui. Oui. Pourquoi? Parce que comme il détecte que c'est un moteur en read-only, tout ça, et du coup il refuse. Ouais. Peut-être que ça viendra parce qu'il y a tout, ce serait logique que ça fonctionne. Oui, ce serait bien. Ok. Ok, bon, on t'a quand même gratté 10 minutes, Richard. Oui, je vois bien. Ouais. Mon apéro aura 10 minutes de moins, quoi. Ouais, je te fais confiance. Ouais. Tu vas t'en sortir. Oui, je pense. J'y arriverai. Bien, bah écoute, merci beaucoup. Mais merci à vous.
On se retrouve normalement la semaine prochaine, si tout va bien. Et cette fois, ce sera Laurent qui a accepté de décaler son intervention, qui interviendra la semaine prochaine. Tu nous présentes ce que c'est exactement? Statique, c'est Merci. un outil pour générer des sites statiques, enfin des choses statiques. Oui. Il n'y a pas de ZBrain dans le nom? Non. Non, Pas du tout. Ouais, c'est louche. c'est louche. Ah, il va dire ZBrain, c'est sûr. Il va le dire. Ah, ce sera avec Rider, mais... Merci beaucoup, merci à nous tous. Et puis, écoutez, portez-vous bien, soignez-vous bien, et à la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Merci pour la discussion, Merci. c'est sympa. Ciao. Bye. Merci Mitsu. Ciao.